interview, peut-être aussi pour en apprendre plus sur la ville, sur les municipales et sur les élections. Donc voilà, merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là, vous êtes nombreux aujourd'hui pour écouter donc cette interview que nous allons réaliser avec donc, le Club Journal et la Plume de Mozart. Donc je me présente, je suis Saïd Benziadi, coprésident du Club Journal et directeur de la rubrique Politique et Société. Je vais être accompagné durant cette interview de Laura, la coprésidente du journal, Joyce qui écrit en rubrique Politique et Société, avec Ivana qui est la vice-présidente du CVL et la présidente de la NDL. Nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Demba Traoré, maire du Blanc-Ménil, fraîchement élu en début d'année. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors j'aurais... Merci. Lycée Mozart. Peut-être pour commencer, quel est votre meilleur souvenir ici ? Mon meilleur souvenir ici, je pense que c'était les récréations. Bon, nous, on avait le foyer, donc je pense que vous l'avez toujours, le foyer étudiant, qui avait, je ne sais pas maintenant son utilisation, pour moi était un lieu nouveau, je sortais du collège en fait, et c'était un lieu qui était particulier parce que c'était un lieu où on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait dans le cadre du règlement intérieur, mais en tout cas on avait beaucoup plus d'autonomie. Et pour moi qui était jeune lycéen en sortant du collège, surtout en seconde, c'était une particularité et j'aimais beaucoup ce lieu. Donc j'y étais souvent, quand j'étais en permanence, j'allais au foyer. C'était un super souvenir. D'accord, merci. Maintenant, nous aimerions savoir quel est votre parcours. Qu'est-ce qui vous a aidé à en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? En somme, à motiver votre projet politique. Parcours à 99% Blanc-Ménilois. Je suis né au Blanc-Ménil, j'ai grandi au Blanc-Ménil, j'ai fréquenté les écoles du Blanc-Ménil, donc école Jules-Le-Curie, collège Coton, lycée Mozart. Et après ensuite, une fois que j'ai basculé dans le supérieur, j'ai été dans des villes de Seine-Saint-Denis et d'autres banlieues parisiennes. Mais un parcours vraiment très blanc-ménilois, engagé dès mon plus jeune âge, j'ai envie de dire aussi, sur ces questions de citoyenneté, de politique, puisque à l'époque, je faisais partie du conseil local des jeunes. Donc un engagement politique et en tout cas une envie d'agir pour la ville très tôt. À côté de ça, j'ai un gros parcours footballistique local. J'ai joué une vingtaine d'années dans l'équipe première du Blanc-Ménil. J'ai été capitaine pendant 13 ans, je crois. Donc un gros ancrage local. J'ai travaillé au service jeunesse et j'ai été aussi assistant d'éducation au collège Descartes. Donc j'ai un gros ancrage blanc-ménilois. Ça m'a, après, avec toute la réflexion et puis après avec mes expériences aussi, je me suis dit que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que plutôt que de me plaindre et de voir ma ville, la ville que j'aime, avoir une direction ou prendre une direction qui ne me convient pas, autant agir. Donc avec mon obstination et avec l'équipe que j'ai où il y a quelques personnes qui sont un peu folles, ça a fait de moi le maire que je suis. Très bien, merci beaucoup. Alors on va passer à des questions un peu politiciennes avant évidemment d'aborder les sujets de fond qui intéressent, je pense, beaucoup d'élèves ici. C'est une question qui revient très régulièrement. La première fois que j'ai répondu à cette question, j'ai répondu de la manière la plus spontanée possible et je pense que c'était la bonne formule. Donc, quand on me dit si je suis de gauche, de droite, je dis que je suis blanc-ménilois. Moi je suis du Blanc-Ménil. Ce qui m'intéresse, c'est le Blanc-Ménil. Il y a des idées qu'on va assimiler à être des idées de droite et d'autres idées qu'on va assimiler ou des tendances à assimiler à être des tendances de gauche. Moi, je considère que je vais prendre le meilleur des deux mondes. Et donc, je vais avoir une politique blanc-méniloise. Vous savez,
quand vous sortez de chez vous et qu'il y a des trous dans la chaussée, refaire la chaussée, c'est pas une mesure de gauche, c'est pas une mesure de droite. C'est une mesure pour le mieux vivre des Blancs-Minilois. Voilà. Avoir des équipements de proximité, des commerces de proximité, des équipements publics, c'est pas une mesure de droite, c'est pas une mesure de gauche. C'est une mesure qui vise à améliorer le quotidien des Blancs-Minilois. Sur certaines questions, une opinion, en tout cas une politique, moins à gauche. Ou au contraire encore plus à gauche que le placement qui a été fait par la préfecture lors de... sénatoriales qui arrivent bien avant et qui vont aussi, qui pour le coup, sont profondément liées justement aux étiquettes politiques et à votre rôle à vous en tant que maire. Deux choses. La première, c'est que en étant, avec la question à laquelle j'ai répondu juste avant, donc en étant sans étiquette, je le dis de la manière la plus triviale, tout le monde nous drague. Que ce soit des candidats de gauche, des candidats de droite, des partis de gauche, des partis de droite, tout le monde nous drague. Donc moi, j'entretiens des rapports avec beaucoup de personnes qui se placent à différents endroits sur le spectre politique. J'ai aucun, et là par contre c'est ma ligne rouge, j'ai aucun contact et j'aurai aucun contact avec des personnes qui sont d'extrême droite. C'est ma limite. Après, je discute avec tout le monde. J'ai pas encore choisi mon candidat, si je peux m'exprimer ainsi, pour la simple et bonne raison que je devais venir vous voir plus tôt et j'ai pas pu parce que j'ai beaucoup de travail au local. Voilà. Donc ma priorité c'est le local et puis les échéances qui arrivent, je pense qu'on aura le temps de s'y intéresser, même si ça reste quand même dans un coin de notre tête. À la Courneuve s'inscrit dans un cadre plus large d'un changement d'idée, c'est-à-dire qu'on est face à une évolution de la représentation des citoyens et des citoyennes dans les mairies, puisque maintenant nous avons des élus qui nous ressemblent et qui ont grandi avec nous, issus de l'immigration, qui sont racisés et qui franchissent le plafond de verre bien plus profondément qu'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je pense que le mouvement qu'on a eu et le fait aussi, alors ça a ses bons et ses mauvais côtés, mais le fait de nous mettre tous ensemble en disant qu'on a un mouvement, etc., oui, il y a un changement. Alors il est plus visible parce que je mets les pieds dans le plat et j'ai pas peur de le faire, oui je suis noir, donc le changement il est plus visible. Mais la réalité c'est, au-delà de voir M. Bagayoko, à Saint-Denis, M. Diawara, à La Courneuve, au lieu de voir des personnes qui, comme vous dites, sont racisées, donc des personnes noires, issues de l'immigration, qui arrivent à des postes à responsabilité, moi je vois M. Bagayoko extrêmement implanté, ancré dans sa ville, éducateur sportif connu dans toute sa ville, déjà acteur politique sur le mandat précédent. Je vois M. Diawara, pareil, très ancré à La Courneuve, député. Voilà ce que je vois. Et puis moi aussi, qui, comme je l'ai dit au tout début de cette interview, qui suis également très ancré au Blanc-Minier. Je pense que les votants, ceux qui se sont exprimés, et je les en remercie, ont décidé de faire confiance à des personnes qui sont beaucoup plus proches d'elles, beaucoup plus connectées au réel. S'il y a un point commun, pour moi, c'est celui-là. Et puis après, oui, effectivement, on est tous les trois noirs. Mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus ancrées. Monsieur Guiraud à Roubaix, il est très ancré dans sa ville. Et c'est pour ça qu'il gagne. Donc pour moi, le facteur déterminant, ou en tout cas ce qui a fait de nous des maires et des personnes qui arrivent à responsabilité, et qui arrivent, et je suis totalement en accord avec ce que je viens de dire, qui arrivent à briser le plafond de verre, c'est notre ancrage, et c'est notre connexion au terrain. Je suis un maire ultra connecté à la réalité de ma ville. Voilà. J'habite juste derrière. Donc moi, les bouchons à 19h, je les vis. Je les vis au Blanc-Minier. Quand il y a un problème, je le vis au Blanc-Minier. Quand il y a quelques années, on devait prendre les transports et que la gare de Blanc-Minier et que la gare de Drancy, qui sont les deux gares utilisées par les Blanc-Minilois, étaient beaucoup moins desservies, c'est des problèmes que j'ai vécu réellement. Quand j'étais plus jeune et que le 346 circulait pas le dimanche, c'est des soucis que j'ai eus.
de circulation. Le Blanc-Ménil, je ne vais pas dire que je connais le Blanc-Ménil sur le bout des doigts, ça serait très présomptueux. Mais en tout cas, je suis très ancré au Blanc-Ménil. Et je pense que c'est ça la clé. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il existe un racisme structurel dans la société française aujourd'hui? Oui. Je pense, oui. Je pense. Je pense que... alors, je vais pas vous lire le nombre de messages que je reçois qui sont à caractère raciste. Mais je pense que il y a certaines idées qui sont véhiculées et qui sont alimentées par certains médias et que ça nourrit ce sentiment, ces deux sentiments. Le premier sentiment d'insécurité, de peur, et le deuxième d'insécurité, le deuxième sentiment de peur de l'inconnu. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être des idées racistes parce qu'elles ont peur de l'inconnu. Vous savez, moi, avant même que j'arrive au pouvoir, on m'a taxé, on m'a accusé de beaucoup de choses. Il y a une campagne diffamatoire à mon encontre. On m'a accusé de beaucoup de choses. Parce que je suis noir. Pas parce que je suis blanc-ménilois ou parce que j'ai grandi au Blanc-Ménil dans un département très pauvre au niveau national. C'est pas pour ça. C'est parce que je suis blanc-ménilois. Parce que je suis noir, pardon. Il est là le problème. Et j'aurais juste une dernière question pour clore donc, cette première partie sur l'avancée du recours que M. Thierry Megnat a formulé contre vous. D'abord, est-ce que vous avez un commentaire à faire dessus? Et est-ce que vous pensez, quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'il y a des chances d'aboutir? Monsieur Jean-Philippe Ranquet a posé le recours. Donc c'est bien une des rares choses qu'il a faites, puisque c'était M. Megnat qui faisait l'essentiel des choses. Je vais pas rentrer trop dans la politique. Le recours, il a été posé, nous on va y répondre. Je suis très tranquille vis-à-vis de cela, et c'est bien pour ça que nous on continue à faire notre diagnostic, à faire notre audit et à essayer de mettre des choses en place le plus rapidement possible et d'avoir une démarche et d'agir en responsabilité. Le recours, il porte sur quelques points sur 4 points qui sont totalement non valables, notamment le score qu'on fait sur un bureau de vote, qui est le bureau Henri Vallon au Tilleul, voilà, où on fait un score dont on est très très fier, et d'avoir une démarche et d'agir en responsabilité. Ok, donc très bien, merci beaucoup. Donc nous allons passer à la deuxième. Pour les jeunes, que pouvez-vous nous dire sur l'avancée de cette promesse électorale? Alors, déjà, si on s'arrête un tout petit peu sur la sémantique, je préfère parler d'engagement. Mais c'est vrai, c'est quasiment la même chose. Moi, je préfère parler d'engagement. On s'est engagé à travailler sur ces questions-là. Donc, Île-de-France Mobilité, on les a encore rencontrés avant-hier. Moi, je suis avec mon équipe, on est en train de travailler sur ces questions-là. C'est une de nos ambitions. Ça va être progressif, je pense. Vous savez, le bouton on-off, on l'a rarement. Donc, sur ces questions-là, je ne pense pas qu'on l'ait, mais de manière progressive, c'est des choses qu'on va mettre en place, qui vont certainement, dans un premier temps, être soumises à le revenu de la famille, le quotient familial, à des choses de cet ordre-là. En tout cas, c'est une de nos volontés. Redonner du pouvoir d'achat aux familles, accompagner les Blancs-Ménilois, voilà, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette mesure-là. Mais c'est une parmi tant d'autres. Mais il y a beaucoup de mesures qu'on a mis en place pour redonner du pouvoir d'achat aux familles blanc-méniloises et pour accompagner aussi un public qui a été trop souvent délaissé lors des différentes élections. Sur cette catégorie du transport dans la ville, j'aurais une question. Sur la question des transports, du coup, les bus bondés, la circulation difficile et l'offre parfois inégale selon les quartiers qui rythment la vie des Blancs-Ménilois et des Blancs-Méniloises, quel est le projet de votre majorité pour régler cette question des transports? Pour régler la question des inégalités. Les transports sont une déclinaison, un sous-chapitre des inégalités. Pour régler la question des inégalités, il faut s'adresser à tous les Blancs-Ménilois, c'est ce que nous on a fait pendant la campagne. On arrête le clientélisme, on arrête de s'adresser à une partie des Blancs-Ménilois.
la partie qui se trouve autour de la mairie du Blanc-Ménil. Voilà, on s'adresse à tous les quartiers du Blanc-Ménil. C'est celle-là la mesure. Et comment on fait? On fait ce qu'on a fait pendant la campagne. On se déplace, on va à la rencontre des habitants de ces quartiers et on prend en compte leur réalité. Leur réalité. Et puis après, on travaille avec les partenaires. Je suis le maire du Blanc-Ménil, certes, mais je ne suis pas le seul acteur. Il y a beaucoup de partenaires avec lesquels on doit travailler dans les quartiers, les bailleurs. Je parlais d'Île-de-France Mobilité. On pourrait parler de la RATP, même si maintenant, et je ne vais pas être trop technique, maintenant l'exploitation des lignes, elle n'est plus faite par la RATP, elle est faite par Transdev. Donc on va parler avec Transdev, ça c'est depuis le 1er mai, donc c'est très frais. Tous les partenaires que l'on a, il faut être en mesure de les rencontrer, être en mesure de travailler avec eux, après avoir fait l'audit et après avoir écouté tous les habitants du Blanc-Ménil. Moi, les habitants du Blanc-Ménil Sud qui me disent qu'en fait, se déplacer, aller dans le centre du Blanc-Ménil, il y a une problématique de transport, il y a une problématique parce que, et ça on n'y est pour rien, il y a une voie de chemin de fer entre le Blanc-Ménil Sud et le reste du Blanc-Ménil. Ça, c'est des éléments qu'on prend en compte et c'est des éléments sur lesquels on travaille pour améliorer le quotidien des Blanc-Ménilais. Mais on essaye d'être le plus honnête possible. Une fois de plus, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Si on a une démarche sincère et honnête, je ne fais pas de promesses. Moi, je fais 0 promesse. Par contre, je prends des engagements. Et l'engagement, c'est celui-là. L'engagement, c'est consulter, auditer et mettre en place un plan d'action. Donc je vous propose maintenant de passer à la politique éducative. Quel est le projet de votre majorité pour régler cette question des transports? Pour régler la question des inégalités. Les transports sont une déclinaison, un sous-chapitre des inégalités. Pour régler la question des inégalités, il faut s'adresser à tous les Blanc-Ménilois, c'est ce que nous on a fait pendant la campagne. On arrête le clientélisme, on arrête de s'adresser à une partie des Blanc-Ménilois, la partie qui se trouve autour de la mairie du Blanc-Ménil. Voilà, on s'adresse à tous les quartiers du Blanc-Ménil. C'est celle-là la mesure. Et comment on fait? On fait ce qu'on a fait pendant la campagne. On se déplace, on va à la rencontre des habitants de ces quartiers et on prend en compte leur réalité. Leur réalité. Et puis après, on travaille avec les partenaires. Je suis le maire du Blanc-Ménil, certes, mais je ne suis pas le seul acteur. Il y a beaucoup de partenaires avec lesquels on doit travailler dans les quartiers, les bailleurs. Je parlais d'Île-de-France Mobilité. On pourrait parler de la RATP, même si maintenant, et je ne vais pas être trop technique, maintenant l'exploitation des lignes, elle n'est plus faite par la RATP, elle est faite par Transdev. Donc on va parler avec Transdev, ça c'est depuis le 1er mai, donc c'est très frais. Tous les partenaires que l'on a, il faut être en mesure de les rencontrer, être en mesure de travailler avec eux, après avoir fait l'audit et après avoir écouté tous les habitants du Blanc-Ménil. Moi, les habitants du Blanc-Ménil Sud qui me disent qu'en fait, se déplacer, aller dans le centre du Blanc-Ménil, il y a une problématique de transport, et mettre en place un plan d'action. Donc je vous propose maintenant de passer à la politique éducative. Donc sur la question d'éducation, nous avons eu affaire au Blanc-Ménil à des situations très critiques concernant les effectifs dans le secondaire, à savoir que le seul collège du Sud, le collège Marcel Cachin, est complètement bondé aujourd'hui. Certains élèves se voient donc refuser une entrée qui devrait pourtant être de droit. Au lycée Mozart, nous sommes obligés de combiner avec des préfabriqués devenus finalement permanent. Et donc la région et le département avaient proposé à l'ancienne majorité de faire construire de nouvelles infrastructures. Celles-ci ayant refusé. Monsieur Méniard nous avait assuré qu'il s'agissait d'un manque de place, de terrain disponible. Est-ce que vous confirmez ces propos? Quelle évolution est-ce que vous proposez à ce sujet-là, justement pour permettre à la région et au département d'avoir des terrains pour construire ces infrastructures de services publics? Alors, c'est en effet la question qu'on lui a posée. Voilà. Donc, de manière très simple, et encore une fois, en responsabilité et en étant le plus honnête possible, ce qui m'importe, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ma seule boussole, c'est le mieux vivre des Blanc-Ménilois. Voilà. On ne peut pas avoir tous les bâtiments qui poussent et qu'on a vu pousser sur ces dernières années au Blanc-Ménil. On ne peut pas avoir tout cela et ne pas accompagner les personnes qui viennent s'implanter au Blanc-Ménil. C'est pas possible. Donc,
si on construit le nombre de logements qui a été construit, pour des raisons peut-être valables, hein, parce qu'on a 2 gares qui vont desservir le Blanc-Ménil, la ligne 16 et la ligne 17. Donc, on a peut-être ces besoins, aucun souci. Et puis, on a aussi un déficit d'offres de logements dans le département et a fortiori aussi sur notre ville. Donc ça, on est d'accord sur le constat. Mais par contre, il faut accompagner les habitants. Accompagner les habitants, c'est à certains moments faire des arbitrages et décider de peut-être retirer 2-3 bâtiments et mettre des équipements qui vont accompagner la population et donc travailler aussi avec les partenaires. Chose que visiblement mon prédécesseur s'interdisait de faire, et donc travailler avec le département et avec la région pour qu'on ait des installations de qualité. C'est un travail long, par contre, parce que travailler à la création d'un collège, à la création d'un lycée, c'est un travail sur 10 ans. C'est un travail long, mais qu'on s'autorise à initier. Voilà. Et on va travailler dessus. Moi, j'ai rencontré le président du département, M. Troussel, la semaine dernière. Je rencontre la présidente de la région, Mme Pécresse, la semaine prochaine. Donc, nous, une fois de plus, en responsabilité, on veut travailler avec tous les partenaires pour le mieux du Blanc-Ménil. C'est pas possible. Donc, si on construit le nombre de logements qui a été construit, pour des raisons peut-être valables, hein, parce qu'on a 2 gares qui vont desservir le Blanc-Ménil, la ligne 16 et la ligne 17. Donc, on a peut-être ces besoins, aucun souci. Et puis, on a aussi un déficit d'offres de logements dans le département et a fortiori aussi sur notre ville. Donc ça, on est d'accord sur le constat. Mais par contre, il faut accompagner les habitants. Accompagner les habitants, c'est à certains moments faire des arbitrages et décider de peut-être retirer 2-3 bâtiments et mettre des équipements qui vont accompagner la population et donc travailler aussi avec les partenaires. Chose que visiblement mon prédécesseur s'interdisait de faire, et donc travailler avec le département et avec la région pour qu'on ait des installations de qualité. C'est un travail long, par contre, parce que travailler à la création d'un collège, à la création d'un lycée, c'est un travail sur 10 ans. C'est un travail long, mais qu'on s'autorise à initier. Voilà. Et on va travailler dessus. Moi, j'ai rencontré le président du département, M. Troussel, la semaine dernière. Je rencontre la présidente de la région, Mme Pécresse, la semaine prochaine. Comme vous avez dit, vous avez parlé d'accessibilité, d'espace. Je me permets de vous rappeler un des grands projets de la majorité précédente, à savoir le fameux campus multilingue privé. Ce projet a été critiqué par son caractère inaccessible pour les classes populaires et pour l'hypocrisie que constituait le fait de construire du privé plutôt que du public. Maintiendrez-vous ce projet? Il me semble d'ailleurs que vous aviez un projet d'école privée. Et quelles mesures comptez-vous prendre pour rendre l'entrée accessible? Il y a la réponse dans la question. En fait, c'était un petit peu démago. Je le dis, on parle franchement depuis tout à l'heure et j'apprécie la qualité des échanges parce qu'il y a une certaine forme de sincérité. Au Blanc-Ménil, est-ce que les habitants du Blanc-Ménil ont besoin d'avoir un campus trilingue hors contrat avec l'éducation nationale et donc avec ce que vous avez dit comme conséquence, qui est un prix à l'année qui est exorbitant? On parle minimum de 7 000 € l'année. Est-ce que le Blanc-Ménil a besoin de ça? Est-ce que c'est une offre qui répond aux besoins des Blanc-Ménilois? Moi, je vous réponds non. Ça ne répond pas aux besoins des Blanc-Ménilois. Maintenant, il y a une partie des Blanc-Ménilois qui ont inscrit leurs enfants dans des écoles privées, dans les villes limitrophes, à Drancy, à Rennes, au Bourget. Donc les Blanc-Ménilois ont besoin d'avoir un établissement privé parce que, à l'heure actuelle, on ne leur offre pas et donc ils inscrivent leurs enfants dans les villes limitrophes. Créer un établissement privé, ça va répondre à un besoin. Un établissement privé sous contrat avec l'éducation nationale, donc où il y aura un contrôle des enseignements faits par l'éducation nationale, où il y aura un prix qui sera plus accessible, ça répond aux besoins des Blanc-Ménilois et ça répond aussi aux caractéristiques du public Blanc-Ménilois. Ça sera accessible. C'est notre ambition. Parce que, une fois de plus, dans la position qui est la mienne,
je le dis assez régulièrement, moi je suis en mission. Je parle avec mes nièces. Ils me disent, tonton, c'est bien ton nouveau travail? Je leur dis, non, c'est pas un travail. Je suis en mission. Donc j'ai une mission de service public, j'ai une mission pour l'ensemble des Blancs-Ménillois qui est de répondre à leurs attentes du mieux possible. Une école privée, pour résumer, une école privée hors contrat, non. Une école privée sous contrat avec un prix forcément plus accessible, oui. Et puis après, il y a aussi, et c'est pas ou l'un ou l'autre, on peut travailler sur les deux. On peut travailler sur les deux en parallèle. On peut avoir une proposition d'offres privées et on peut aussi travailler à l'amélioration des équipements publics et aussi à ce qu'il y ait des meilleurs et plus d'équipements publics. On peut pas considérer que si on travaille sur le privé, on délaisse le public et inversement. Voilà. Il faut répondre aux besoins des Blancs-Ménillois. Moi, c'est mon objectif. Avoir une école privée, je pense sincèrement que ça répond aux besoins d'une certaine partie des Blancs-Ménillois. Je pense qu'ici dans la salle, il y en a certains, certainement, qui sont passés par des écoles privées, qui ont des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs, ou des connaissances qui sont passés par des écoles privées. Il faut qu'on puisse leur répondre aux Blancs-Ménillois. Enfin, sur la question du logement, qui est une grande préoccupation pour des milliers de familles au Blanc-Ménil, la majorité précédente avait soutenu des projets privés avec un objectif assumé de gentrification de nos quartiers. Elle s'était aussi illustrée par une rénovation agressive des quartiers des Tilleuls. Nombreux sont les commerces et associations qui ont fermé comme le Tilia, et de nombreux Blancs-Ménillois voient les prix de leur logement monter tant et si bien qu'ils ne peuvent plus y habiter ici. C'est notamment le cas de Saïd qui a dû déménager à Bobigny. Quel sera, votre plan sur le logement, et notamment le logement digne et accessible? Quelles sont vos promesses et actions concrètes pour ces questions? Je vous laisse répondre parce que j'aimerais bien rebondir sur votre question après votre réponse, pardon. Le logement, c'est une grosse problématique. Et ce n'est pas une problématique locale, c'est une problématique départementale, régionale. On a un gros problème, on a un gros déficit, je l'ai dit tout à l'heure, on a un gros déficit en matière d'offre de logement. Et on a un autre problème qui est que on a des logements, certaines fois, qui ont été construits dans les années 60, 70, et qui ne sont plus adaptés, sur lesquels il faut qu'il y ait une rénovation. On va parler d'un exemple très criant. Juste avant ça, je vais vous donner des chiffres pour vous ayez un petit peu l'ampleur du chantier qui est le logement. La ville a à peu près 60-70 logements par an qui se libèrent, ou en tout cas sur les projets, avec les projets qui se créent, il y a 60-70 logements qui tombent dans le contingent ville et donc que nous on peut attribuer aux demandeurs de logement. Les demandeurs de logement, il y en a 7000 par an. On a 1%. Donc c'est très compliqué de répondre à l'offre de logement. Hier, j'étais en réunion avec mes adjoints. L'adjoint au logement, il est passé la semaine dernière récupérer ses demandes d'audience. Il est repassé hier. Il a ce tas-là de demandes d'audience. Ça n'arrête pas. Tous les jours, on me pose des questions sur le logement. C'est vraiment une situation très compliquée, y compris pour nous, d'avoir cette forme d'impuissance et de se dire, en fait, les situations des bailleurs qui, et pour les tilleuls, c'est principalement Séquence et Villogère, des bailleurs qui, eux aussi, ont des ambitions de rénovation, mais qui doivent assurer un équilibre financier. Donc vous avez ces deux courants. Si on est obligé de reconstruire pour des raisons d'insalubrité, ma question c'est si vous prévoyez de détruire pour reconstruire des logements neufs avec des loyers équivalents pour les populations, est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous vous engagez à reloger l'intégralité des habitants avant le processus de déconstruction, c'est-à-dire ne pas les laisser les laisser en difficulté à faire leurs recherches eux-mêmes. Et surtout les loger aussi au Blanc-Ménil, peut-être. Donc je le disais, c'est un sujet qui est porté par l'ANRU et par l'Interco, le PT paritaire d'Envol. Il y a des conditions pour que ce projet soit porté par l'ANRU et donc financé aussi par l'ANRU. Des habitants de ce quartier, mais c'est une situation dont on hérite. Et on ne peut pas tout changer malheureusement. La chose qu'on ne peut pas changer,
dans ces programmes, c'est qu'il faut décorréler deux choses. Je vais essayer de ne pas être trop technique une fois de plus. Il faut décorréler le relogement et la reconstitution de l'offre. La reconstitution de l'offre, c'est de dire que sur les projets portés par l'ANRU, s'il y avait 100 logements sociaux, quand on reconstruit l'offre et qu'on parle de mixité sociale, il faut qu'il y ait au moins 25 logements sociaux. 25%. Sur le projet ANRU des Tilleuls, on a réussi à monter cette reconstitution de l'offre à 50%. Par contre, une fois qu'on a parlé de la reconstitution de l'offre, on parle du relogement. Reconstitution de l'offre, ce n'est pas forcément un relogement. On reconstruit un logement social, ça ne veut pas dire que Monsieur Martin, qui avait son logement social, va récupérer un logement social au Tilleul. On a reconstruit l'offre, mais pas forcément au Tilleul. Ça, c'est une des conditions de l'ANRU. Reconstitution de l'offre sur site et hors site. Il y a une reconstitution de l'offre au Tilleul, il y a une reconstitution de l'offre sur d'autres quartiers du Blanc-Mesnil, et il y a même une reconstitution de l'offre en dehors du Blanc-Mesnil. Et pour le relogement, malheureusement, on ne peut pas, et c'est ce qu'on aurait voulu, on ne peut pas avoir ce dont vous parliez, donc ce phénomène, ce principe de se dire, bon, bah, la tour A, en tout cas les habitants du bâtiment A, je vais construire le bâtiment B, je les mets dans le bâtiment B, je détruis, je rénove le bâtiment A, et puis après, je retourne dans le bâtiment A. C'est ce qu'on aurait voulu. Mais c'est malheureusement pas possible. À cause des équilibres financiers dont je vous ai parlé, et à cause de la volonté des bailleurs qui est aussi d'avoir ces équilibres financiers. Je sais, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais il y a des marges de manœuvre. Nous, on va faire en sorte d'accompagner du mieux possible cette rénovation et la manière dont va être refaçonné un quartier historique de notre ville. Et le projet des Tilleuls n'impacte pas que les Tilleuls, il impacte l'ensemble du Blanc-Mesnil. Et on va faire en sorte d'accompagner du mieux possible les habitants dans cette phase de travaux qui va durer quelques années quand même, parce qu'on parle d'horizon 2032-2033, donc à la fin de mon mandat. Et j'espère qu'à cet horizon-là, j'aurai des bonnes nouvelles à annoncer aux habitants des Tilleuls. Parce qu'on les aura accompagnés de la bonne manière et qu'on aura fait en sorte qu'ils se sentent un petit peu plus quand même considérés et consultés aussi dans les travaux qui sont faits et dans la reconstitution de l'offre et le relogement qui est mis en place. Sur la politique relative à la lutte contre les discriminations, que proposez-vous concrètement de faire sur les prochaines années? De la même manière, quelles propositions pour renforcer la protection maternelle et infantile? Inutile sans doute de vous rappeler la fermeture de PMI sous l'ancienne mandature. On a un programme, nous, 213 mesures disponibles sur Daba Traoré 2026. Vous allez ultra important. Nous, on considère que le Blanc-Mesnil est un désert médical. Pourquoi? Parce que vous cherchez un pédiatre, c'est la croix et la bannière, vous cherchez un dermatologue, j'en parle même pas. Donc voilà, on considère que le Blanc-Mesnil est un désert médical. Nous, on a envie de créer des équipements de santé, accompagner notre population du mieux possible. C'est une de nos volontés, c'est dans notre programme. On va le faire, on va le mettre en place. On va accompagner les Blanc-Mesnilois et leur permettre d'avoir une offre de santé, de commerce, de divertissement local. Et pas être obligé d'aller dans des villes limitrophes ou encore plus loin pour soigner. C'est inadmissible pour nous. C'est notre volonté, on s'inscrit totalement en faux sur ce qui a été fait par la municipalité précédente sur ces questions-là. Donc ça, on va vraiment travailler dessus. C'est une de nos volontés. Vous savez, au cœur de notre projet, nous, on a l'humain. Et à chaque fois qu'on me pose la question, quelle va être ta première mesure, je réponds, en fait, on va remettre de l'humanité dans tout ce qu'on fait. Je le disais tout à l'heure, construire des bâtiments et pas avoir les équipements qui accompagnent les personnes qui vivent dans ces logements, c'est inadmissible. Donc, avoir des équipements qui vont s'occuper de notre toute petite enfance, de notre jeunesse, de nos seniors, c'est notre ambition. Qui vont aussi accompagner les personnes qui vont intégrer le monde du travail, donc aussi avec des équipements tels que la maison de l'entrepreneuriat que nous on a décidé un projet qu'on a décidé de porter. Nos communautés de manière générale et surtout les personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, les enfants. Quel est votre projet d'adaptation face au changement climatique qui va donc sans doute préoccuper de nombreuses Blanc-Mesnilois et Blanc-Mesniloises sur les prochaines années?
Alors déjà, je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et qu'on ne peut pas rester dans l'immobilisme, ou en tout cas avoir les mêmes comportements que l'on avait il y a quelques années et se dire que de toute façon c'est une vue de l'esprit, il n'y a pas vraiment de problème climatique. S'il y a des problèmes climatiques, il n'y a qu'à regarder les derniers mois qu'on a vécu, avec les dérèglements climatiques qu'on a eu, avec des mois qui étaient censés être des mois un peu froids, où il a fait très bon, et inversement, parce que c'est ce qui s'est produit aussi sur les dernières années. On a un réel enjeu. Est-ce qu'on place cette question au centre de notre projet? Ou est-ce qu'on la traite aux frontières des autres sujets qu'on traite? Est-ce qu'on traite l'offre d'équipement? On se dit qu'il faut qu'on mette des équipements parce qu'on a besoin, et qu'aux frontières de l'offre d'équipement, on se soucie des problèmes d'écologie, d'environnement. Est-ce qu'on agit de cette manière, ou est-ce qu'on inverse notre vision en se disant l'écologie est au centre, l'environnement et le monde de demain est au centre, et qu'en ayant cette préoccupation centrale, comment on fait pour avoir des équipements de qualité, comment on fait pour reculer l'âge moyen de décès, comment on fait pour préserver un cadre de vie correct pour nos seniors et préserver leur autonomie, comment on fait pour intégrer à cette question centrale toutes les autres questions qui sont annexes et tous les sujets qui sont annexes. C'est comme ça qu'on décide, nous, de nous occuper de ces questions d'environnement, d'écologie. Et puis après, on a des mesures très concrètes, en essayant de renforcer les réseaux de pistes cyclables, en essayant de favoriser les mobilités douces, en travaillant aussi sur la végétalisation de beaucoup d'équipements, ne serait-ce que les écoles, où il y a un plan de végétalisation au plan des écoles. Et si vous allez maintenant dans une école que vous avez fréquentée, une école primaire, ou une école maternelle que vous avez fréquentée, vous y allez, vous allez voir qu'il y a eu des changements et qu'on continue à faire évoluer les espaces de ces équipements pour qu'il y ait plus de végétalisation. Et on pense maintenant les équipements avec ce souci de l'écologie et de l'environnement. Et enfin, donc dernière question sur la politique culturelle, ensuite on donne la parole aux élèves. Alors on avait vu donc sous le précédent mandat que M. Thierry Meunier avait notamment privatisé le théâtre, qu'il y a eu des politiques parfois offensives contre certains clubs, notamment les clubs de judo, et surtout il existe des inégalités de territoire sur la question de l'accès aux infrastructures sportives. Je pense notamment à la piscine, par exemple, il n'y a de piscine que dans le nord. Dans le sud, la piscine la plus proche est, je crois, soit Drancy, soit Bondy, en tout cas dans des villes limitrophes. Donc, qu'est-ce que vous proposez sur ces questions-là? Quel est votre plan pour les années à venir pour justement renforcer cette offre culturelle-là et ensuite donc l'offre sportive également? Alors, la piscine, là je parle très précisément d'un équipement. La piscine, effectivement, elle est plus au nord de Blanc-Mesnil. Donc, effectivement, si vous habitez au sud de Blanc-Mesnil, vous allez forcément trouver des piscines plus proches. Mais on a une piscine sur notre territoire. Il y a des villes qui n'ont pas de piscine. On a une piscine sur notre territoire, c'est déjà très bien. Mais 2 piscines au Blanc-Mesnil, je vous le dis, et je suis très honnête avec ça, ça va être compliqué. Il y a forcément des équipements qui sont historiquement dans un quartier plutôt que dans un autre, et donc on a peut-être un petit souci de distance, effectivement. Maintenant, comment on fait, nous, intramuros, dans notre ville, pour faciliter les moyens de transport, ou en tout cas faire en sorte que ces équipements soient plus accessibles. Vous savez, on peut dire la même chose. Vous avez un gymnase, vous avez un stade qui est dans le sud de la ville, vous avez le stade Paul-et-Loire, vous n'avez pas de stade dans le nord de la ville. Donc, les habitants du nord de la ville pourraient dire moi, si je veux aller au stade, je suis obligé d'aller à Jambouin ou je suis obligé d'aller à Paul-et-Loire, et c'est loin. On ne va pas pouvoir mettre un 3e stade dans le nord de la ville pour avoir un effet pervers qui va diviser les quartiers. Le théâtre, il a dit qu'il est privatisé, alors c'est pas exactement ça, c'est une délégation de service public, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est un équipement dans lequel les Blancs-Mesnilois et l'offre qui est proposée actuellement pour les Blancs-Mesnilois correspond quand même à une certaine demande, puisque quand on regarde, moi j'habite juste à côté, je regarde les parkings, dans le parking, la place de la Libération qui est transformée en parking, quand il y a un spectacle, c'est plein. Donc ça correspond quand même à un certain besoin, à une certaine demande.
comment on fait, et c'est là où il faut se poser cette question plutôt, comment on fait pour que les équipements sportifs, culturels, correspondent plus ou qu'on soit plus connecté avec les besoins des Blancs-Millois. On a un autre équipement qui est dans le sud de la ville, voilà, qui anciennement s'appelait 2 pièces cuisine, qui était un laboratoire exceptionnel et qui permettait l'expression d'une certaine forme d'art, peut-être pas encore prête à être exposée au théâtre, mais qu'il faut réhabiliter dans ses fonctions qui étaient les siennes et qu'il faut promouvoir pour que les Blancs-Millois aussi refréquentent cet équipement. Comment on fait pour que les associations soient moins et subissent moins d'inégalités ou d'injustices, parce que vous parliez du club de judo, en fait, on rend leur indépendance aux associations. C'est ça, dans ma position, ce que je dis pourrait me fragiliser, mais j'ai aucun problème avec ça. Donc je vais demander aux élèves, éventuellement qui sont dans le public, si vous avez des questions à poser à Monsieur Traoré. Je vous invite à lever la main. D'abord, Sanoudja, j'ai vu donc, que tu avais levé la main. Malgré les signalements, les dépôts que plusieurs habitants ont fait dans certaines rues et plusieurs chemins que plusieurs étudiants ou plusieurs lycéens qui prennent, il y a certaines rues qui sont vraiment sales. Cela, ça reste un problème dans certaines rues. Qu'est-ce qui est prévu pour durcir les sanctions contre les personnes qui polluent ou pour améliorer le ramassage des encombrements? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, et là, ça va être une réponse qui va répondre peut-être à plusieurs des questions. Le premier point, c'est le civisme. Avant de se pencher sur l'aspect répression, si on prend le sujet à sa racine, le vrai problème, c'est le civisme. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui déposent des encombrants à des endroits où elles n'auraient pas à les déposer? Il est là le vrai problème. Et comment on fait pour que les futures générations, ou en tout cas même les générations actuelles, ne prennent pas ce pli-là et soient plus respectueuses de l'environnement? On en parlait. Il faut déjà avoir cette démarche de pédagogie et se dire qu'il faut essayer de repasser des messages de bon sens pour dire, en fait, le territoire vous appartient et donc il faut en prendre soin. Vous savez, si vous avez des outils et que vous en prenez pas... Des jobs d'été et même à savoir quoi faire après le lycée. Et je voulais savoir si est-ce que la ville prévoit de mettre en place plus d'espaces et d'activités pour les jeunes, mais aussi des aides concrètes pour nous accompagner vers les études, les stages et le monde du travail. Mais c'est une réelle volonté. Alors là, je passe un message à tout le monde. Si vous cherchez un stage, vous vous adressez à la ville, et je le dis très tranquillement, la ville du Blanc-Milly va placer ceci également au centre de ses priorités. Notre priorité, accompagner du mieux possible ce public-là à son insertion dans le monde du travail. Et comment on s'insère dans le monde du travail? C'est en ayant des stages de qualité. Je veux que la jeunesse blanc-milloise soit actrice de son futur et puisse choisir sa destinée et ne pas qu'elle la subisse parce qu'elle a des choix contraints, parce qu'on ne lui a pas ouvert assez de portes et qu'elle se retrouve dans une voie qu'elle n'avait pas forcément choisie. Elle se dit, bon, je fais ça, c'est mieux que rien. J'ai pas envie de ça. Et je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu, moi. Moi, quand j'ai cherché un stage, j'ai eu que porte fermée. Et quand après dans ma dernière année en Bac plus 5, dans mon master, quand je fais mon master en alternance, obtenir des stages, obtenir des alternances de qualité. C'est notre volonté. Donc, vous avez besoin d'effectuer un stage cet été, vous avez besoin d'un job d'été, vous avez besoin d'avoir une insertion dans le milieu professionnel. Je vous assure que tous les partenaires, toutes les personnes avec lesquelles on leur parle de ça. Je parle avec des banques et ils comprennent le sens de cette formule. Mais je vais vous la donner quand même. Moi, je voulais être président du club de foot. Je me suis rendu compte que c'était trop dur, donc j'ai décidé d'être maire. Voilà comment un peu je peux résumer la chose. J'ai arrêté de jouer au foot, j'ai fini de jouer au foot il y a 3-4 ans à peu près. Et je le disais tout à l'heure, j'ai toujours eu envie d'être... Je me mets comme ça parce que j'ai le reflet du soleil. J'ai toujours eu envie de m'investir. Et une fois que
que tu arrêtes d'être au sport 4 fois, 5 fois par semaine, bah, t'as un petit vide quand même. Tu vois, j'ai réussi à faire le deuil de cette période-là et je me suis dit, en fait, il faut que je sois capable de basculer sur autre chose. J'ai voulu basculer sur la chose la plus simple et la plus logique qui était de m'engager dans le club de foot. Ça a été très compliqué. Et puis, le fait de me rendre compte que c'était compliqué là, lié à ce que je voyais, l'évolution que je voyais de ma ville, et avec mes amis, ça nous a poussé, moi ça m'a poussé à me dire, mais en fait, il ne faut pas que je m'arrête au club de foot. Parce que les choses qui me déplaisaient, je les voyais déjà dans mon club de foot. Je dis, il ne faut pas que je m'arrête au club de foot, il faut que j'aille au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est la municipalité. Et donc je le redis, avec moi, mon obstination et l'équipe de personnes qui m'entourent, que je salue, et qui est un petit peu folle, bah, ça a fait de moi maire du Blanc-Mesnil. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Pour moi, j'aurais une question par rapport à de nouveau peut-être une question politique par rapport à la composition de votre majorité. On avait parlé du projet d'école privée, tout ça. Vous avez quand même une majorité qui va de la gauche jusqu'au centre, avec donc de M. Mignot à M. Mohamed Chérif, avec des adjoints insoumis, écologistes. Comment est-ce que vous comptez d'abord faire le lien entre ces ensembles politiques quand même très qui ont leurs divergences et par exemple sur la question de l'école privée dont vous parliez tout à l'heure, les communistes s'y opposent farouchement. Comment est-ce que vous comptez en tout cas travailler sur ça? On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit. Là, je suis sûr que dans cette pièce, il y a plein de personnes qui ont des opinions différentes sur tous les sujets qu'on pourrait aborder. Mais c'est pas parce qu'on a des opinions différentes que ça veut dire qu'on ne peut pas travailler ensemble. On a une responsabilité. La responsabilité, une fois de plus, c'est de bien agir pour les Blancs-Mesnilois. Voilà. Donc effectivement, on va avoir des points de désaccord. L'école privée en est un. C'est pas parce qu'on a un point de désaccord qui sera certainement exprimé par les personnes qui sont de sensibilité du Parti communiste ou qui ont les mêmes idées que le Parti communiste sur cette question. Certainement. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire que on ne répondra pas aux besoins des Blancs-Mesnilois. Notre boussole, les Blancs-Mesnilois, leurs besoins. Et donc, il y a effectivement une majorité qui est plurielle, avec la fusion de 3 listes. Pour la petite histoire, ça s'est fait très vite. Et ça s'est fait très simplement. Parce que si on place l'intérêt commun au-dessus de toutes nos ambitions individuelles de groupe, je veux dire, on trouve le chemin pour cohabiter et pour que ça se passe bien. L'intérêt commun. Moi, j'aurais une question sur le journal Le Blanc-Mesnilois. Je voulais savoir si vous serez prêt à financer ou à laisser paraître un autre journal que Le Blanc-Mesnilois, fait par les habitants du Blanc-Mesnil. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on sera prêt à faire ça là tout de suite? Si je vais voir ma directrice de communication, je ne suis pas sûr qu'elle va être d'accord. Mais en tout cas, pourquoi pas auprès de moi ou auprès de mes adjoints. Et donc vous avez un canal direct d'échange avec la partie politique de la ville. Et ça nous permet, nous, de rester connectés au terrain et de recueillir aussi les sujets de préoccupation des Blancs-Mesniliens. En fait, la question d'accessibilité sur les panneaux d'affichage libre, on avait de moins en moins possibilité donc, de s'exprimer sur ces sujets-là, parce qu'en fait, par exemple, tiens, un exemple, ça va être sur les panneaux d'affichage. Aujourd'hui, si vous allez dans le centre du Blanc-Mesnil, vous en avez un ou deux par là, et vous avez des zones où on ne peut plus, par exemple, mettre de l'affichage citoyen, politique ou même à initiative individuelle. Est-ce que vous vous engagez par exemple à augmenter ces canaux-là, à mettre plus de panneaux d'affichage, Affichage libre, effectivement, ils sont situés à des endroits stratégiques de la ville qui sont plutôt sur des artères fréquentées et des artères d'entrée de ville. Pour ça, c'est un héritage, je ne suis pas responsable, c'est comme ça que ça a été fait. Peut-être qu'il y a des affichages libres qui ont été retirés. Franchement, je n'ai pas été audité à me dire à telle période j'en avais 50 et maintenant il y en a 12. Je n'ai pas été jusque-là. Par contre, une fois de plus,
tout le monde a le droit de s'exprimer. Et donc nous, quand il y a une asso, qu'elle soit politique ou qu'elle soit culturelle, voilà, je ne suis pas en train de dire que sous couvert de se primer de cela, eh ben on va se retirer le problème en retirant les panneaux. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Par contre, je dis que c'est aussi une chose à avoir à l'esprit quand on décide d'aller sur tel ou tel équipement ou en tout cas démarche qui vise à redonner la parole aux habitants. Donc très bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette interview. Donc merci d'avoir été présent, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi aux élèves. Merci aussi aux élèves qui sont venus au nombre, que l'on va donc libérer puisqu'il est 10h20 donc, pour aller au prochain cours. Merci à tous. Merci.